Vous écoutez La Voix de la jeunesse sur Étincelle Radio, la voix des jeunes pour le renouveau démocratique. Le travail du PCCML dans le domaine de la réforme électorale. Le Parti communiste du Canada, marxiste-léniniste, enregistré auprès d'Élections Canada sous le nom du Parti marxiste-léniniste du Canada, accomplit un travail considérable sur le front du renouveau démocratique. Il appelle à la modernisation de la loi électorale et du processus électoral de manière à donner au peuple le pouvoir de devenir le décideur plutôt que de laisser ce pouvoir aux mains des intérêts privés étroits qui contrôlent actuellement l'État et ses institutions. Les revendications du PCCML en matière de renouveau démocratique ont été exprimées publiquement pour la première fois il y a 30 ans, le 20 septembre 1990, dans un mémoire présenté par le dirigeant du parti, Hardy Albanes, à la Commission royale sur la réforme électorale et le financement des partis. C'était la première fois que le parti s'adressait à une commission royale, ce qui constituait un changement de sa politique. En engageant les Canadiens dans un travail de renouvellement du processus politique, l'objectif du parti était de ne pas laisser la classe dirigeante occuper l'espace du changement à des fins réactionnaires. Le mémoire présenté par le parti à la commission royale, connu sous le nom de commission Lortie, ainsi nommée d'après le nom de son président, a directement confronté les positions de privilège de l'establishment canadien dans le domaine électoral qui prétend que les élections sont libres et équitables. Cela a permis au parti et à la classe ouvrière de s'attaquer à l'une des questions les plus cruciales auxquelles la société doit faire face, la question de la démocratie et en particulier du processus électoral qui touche l'ensemble du corps politique en s'assurant que le peuple n'exerce aucun contrôle sur les décisions qui affectent sa vie. Le mémoire du parti soulignait les points suivants. 1. Le niveau élevé de mécontentement des Canadiens envers le processus politique. 2. La démocratie est une caractéristique de la société de classe ayant un objectif précis, et la Commission ne devrait donc pas éviter de discuter de l'objectif de la démocratie au Canada. 3. La marginalisation du peuple tenu à l'écart du processus décisionnel, en particulier des travailleurs, et la nécessité de changer la situation dans laquelle leur participation à la gouvernance est réduite à l'exercice du droit de voter. 4. L'inévitabilité et de la désillusion envers le processus décisionnel et le manque de confiance dans le système du gouvernement tant que le peuple reste en dehors du processus décisionnel. 5. La nécessité d'établir, à tout le moins, l'égalité des chances de tous les citoyens d'élire et d'être élus et de préciser les responsabilités de l'État à assurer une large participation du peuple au processus. 6. L'inégalité inhérente au système, notamment l'utilisation de fonds publics pour financer certains partis et non pas tous, et certains plus que d'autres. 7. La violation de principes d'égalité dans le traitement des partis politiques sur la base d'une division entre ceux qui sont considérés comme les partis majeurs et ceux qui sont considérés comme les petits partis. 8. Le fait que les partis politiques s'identifient comme des groupes d'intérêts spéciaux qui reçoivent des subventions de l'État, mais sont financés par des individus qui ont des intérêts certains dans la vie politique et économique. 9. La position du parti selon laquelle les fonds publics ne devraient pas servir à financer les partis politiques, mais à financer la sélection des candidats, l'élection des candidats et la révocation des élus qui n'accomplissent pas leur devoir comme leur mandat le leur commande. Et 10. L'essentiel du travail requis pour le renouveau démocratique. Le PCCML a expliqué que sa préoccupation est partagée par un nombre toujours plus grand de Canadiens, à savoir qu'il faut assurer une large participation de la population au débat sur les problèmes de nature économique, politique, militaire, culturelle, sociale et environnementale. Il s'agit surtout d'assurer la participation des Canadiens au processus de prise de décision. Tant que le peuple est représenté politiquement par des partis politiques et des membres de partis politiques qui, par définition, représentent des intérêts particuliers et prêtent serment à une personne fictive de l'État, et tant que la participation au processus de prise de décision se limitera à un vote tous les 4 ou 5 ans, les gens resteront marginalisés et insatisfaits. Le système actuel ne permet pas au peuple de participer de quelque manière que ce soit à la définition de la direction de l'économie ou de la politique sur quelque front que ce soit, au débat ou à la prise de décision. Le système appelé démocratie représentative n'est donc pas du tout représentatif du peuple et de ce qu'il veut.
Le mémoire présenté par le parti a donc souligné la nécessité que la loi électorale permette réellement la participation du peuple au processus électoral. Citation. La loi électorale doit avoir pour principal objectif de créer les possibilités qui permettront aux individus dans notre société de développer leur faculté de jouir de tous les droits et libertés garantis par la Constitution. Le système électoral doit donc faire en sorte que la loi n'impose aucune restriction qui entraverait la participation du peuple aux opérations électorales. Le parti a souligné le caractère non représentatif du système de parti qui se manifeste comme une violation du principe de la règle de la majorité. Citation. Tant que des partis, qui représentent par définition des intérêts particuliers dans les domaines politiques et économiques, se présenteront aux élections et seront élus pour former les gouvernements, on aura un système suivant lequel la majorité doit en fait se soumettre à la minorité représentée par ces partis. C'est un système inacceptable qui est chaque jour discrédité davantage. Fin de la citation. Le programme pour le renouveau démocratique du processus politique proposé par le parti présente que la sélection des candidats est un élément clé qui doit se faire par les électeurs eux-mêmes et que l'ensemble du processus électoral doit être financé par le Trésor public avec des comités de circonscription élus et une commission électorale nationale élue responsable de veiller à ce que le droit d'élire et d'être élu soit concrétisé et qu'un vote éclairé soit garanti. Par cette intervention, et par le travail mené parallèlement sur les fronts idéologiques et théoriques à l'époque, le parti a répondu à la question suivante. Comment se fait-il que, dans les conditions du suffrage universel, la classe ouvrière et la grande majorité des citoyens soient tenus à l'écart du pouvoir? Et il a ouvert la voie à la classe ouvrière pour résoudre ce problème. Le travail du parti sur le front du renouveau démocratique s'est développé encore en 1992-1993 grâce à la création du premier comité voté non à l'accord de Charlottetown en 1992, la publication de 3 livres importants concernant l'accord de Charlottetown et ses conséquences, l'examen de la conception des droits démocratiques du libéralisme du 19e siècle et la présentation d'arguments en faveur d'un renouveau démocratique du processus politique. Le PCCML a été le fer de lance de la création du Parti canadien du renouveau à la fin de 1992 pour que les Canadiens disposent d'un instrument non partisan du renouveau démocratique à l'élection générale de 1993. D'importants forums internes et des conférences consultatives ont également été organisées sur la question du renouveau démocratique. Entre-temps, en 1992, les recommandations de la Commission royale ont été étudiées par le comité House, un comité spécial de 8 membres qui a produit des recommandations supplémentaires concernant la loi électorale du Canada. Les 2 rapports ont été examinés par le Parlement avec les conseils et le soutien du directeur général des élections. Cela a mené, entre autres, à l'adoption de la loi C-78 en 1992 et de la loi C-114 en 1993 qui, ensemble, ont mené à des changements importants à la loi électorale sur l'accès au vote, tous contestés par le PCCML qui les a jugés intéressés par les partis siégeant à la Chambre des communes. Au moment de la tenue du 6e congrès du parti, en plein milieu des élections fédérales de 1993, l'approche du parti sur la nécessité d'un renouveau démocratique était pleinement élaborée. Le parti a accompli un travail considérable durant cette période en apportant une définition moderne des droits répondant aux exigences de l'époque.
D'importants développements s'étaient produits depuis le 5e congrès du parti tenu en 1987 qui avait confirmé et mis en évidence la nécessité objective d'un renouveau démocratique. Le premier développement a été la défaite de l'establishment au référendum sur l'accord de Charlottetown en octobre 1992. L'importance de ce fait a été saisie dans les livres cités ci-dessus en termes de progrès dans la conscience des Canadiens. Les élections fédérales de 1993 ont également créé un déséquilibre politique dont les cercles dirigeants ne se sont pas encore remis. Le Bloc québécois, un parti régional, a formé l'opposition officielle. Les conservateurs ont été réduits à 2 sièges, le NPD a perdu des sièges au profit du Parti réformiste. L'élection d'un parti d'opposition qui n'avait pas la possibilité d'être le gouvernement en attente comme l'exigeait la théorie politique libérale du 19e siècle mettait fin à l'équilibre indispensable au système de démocratie représentative qui prétend que ceux qui ne sont pas représentés par le parti au pouvoir sont représentés par l'opposition. Analysant les résultats de l'élection de 1993, Hardy Albins a identifié ce déséquilibre politique provoqué par le résultat des élections et déclaré que la création d'une nouvelle opposition populaire était à l'ordre du jour. En janvier 1995, le PCCML a lancé un projet d'édification nationale basé sur son programme de défense des droits et le renouveau démocratique. Il a qualifié ce projet d'initiative historique. Au centre de ses préoccupations se trouvait la nécessité de mobiliser le facteur humain conscience sociale basé sur l'organisation politique de la classe ouvrière pour élaborer une politique indépendante qui mette l'initiative entre ses mains à un moment où la classe dirigeante avait pris l'offensive. Parmi les autres initiatives prises à l'époque, il y a l'identification du travail pour le renouveau démocratique comme tâche principale du Front du peuple, comité de défense indien, lors de sa 18e convention nationale tenue en 1995. Le parti a également appelé les femmes à se placer au premier rang de la lutte pour les droits de tous et toutes et reconnu que les travailleurs et les minorités nationales ghettoisées doivent se placer à l'avant-garde de la lutte pour éliminer la conception que les droits sont des abstractions et des privilèges qui peuvent être accordés et retirés au gré des élites dirigeantes. Depuis lors, le travail pour créer des formes organisationnelles permettant d'affirmer les droits de tous et de toutes a été une préoccupation constante du parti. Au cours de la période qui a précédé les élections de 1995 en Ontario, il a été envisagé de faire avancer le travail du renouveau démocratique par la création du Parti du renouveau de l'Ontario. Au lieu de cela, des candidats indépendants ont été présentés et les Ontariens ont été encouragés à devenir eux-mêmes des politiciens ouvriers et des candidats indépendants. En 1997, dans le cadre de la lutte contre l'offensive antisociale du gouvernement Harris en Ontario, le parti a adopté son programme politique « Arrêter de payer les riches, augmenter les investissements dans les programmes sociaux ». Il a également pris l'initiative de créer un forum politique multipartite afin d'élever le niveau du discours politique. Des progrès décisifs ont été réalisés dans l'établissement d'une collaboration entre les petits partis. Les élections fédérales de 1997 ont produit les mêmes éléments de crise parlementaire que les élections précédentes, à la différence que le Parti réformiste a remplacé le Bloc québécois comme opposition officielle. À la veille de l'élection de 1997, une autre modification a été apportée à la loi électorale du Canada avec le projet de loi C-243. Cette modification privait les partis ayant reçu moins de 2% du vote national ou 5% des votes dans les circonscriptions où ils présentaient des candidats d'un financement public. La modification visait essentiellement à corriger la situation où le Parti national et le Parti de la loi naturelle avaient jusque-là obtenu à eux deux quelque 1,2 million de dollars de subventions publiques. Les modifications apportées ont montré une fois de plus comment les partis siégeant à la Chambre des communes changent la loi électorale à des fins intéressées. Cela n'a rien fait pour rehausser le prestige de la politique, des politiciens ou de la Chambre des communes.
Le travail du Parti pour le renouveau démocratique s'est encore développé avec son intervention dans la contestation fondée sur la charte lancée par le Parti communiste du Canada, visant certaines dispositions de la loi électorale du Canada après qu'il n'eût pas atteint le seuil de 50 candidats pour maintenir son enregistrement officiel. Le PCC a demandé une injonction de la Cour contre l'application de la loi électorale nouvellement modifiée qui aurait mené à sa radiation. La radiation implique que tous les actifs du parti sont saisis par l'État. Le PCC a également fait valoir son droit à ce que son nom figure sur les bulletins de vote, même avec moins de 50 candidats. Le mémoire du PCC-ML, présenté en tant qu'ami de la Cour, a soutenu la cause du PCC avec des arguments substantiels qui ont mis en évidence la manière dont différentes dispositions de la loi électorale violent les droits du peuple, le droit de la liberté de conscience et la liberté d'association, ainsi que le principe d'égalité devant la loi. Le 10 mai 1999, la juge Anne Molloy de la Cour de l'Ontario, division générale, a rendu sa décision dans laquelle elle a confirmé le bien-être fondé de la demande du PCC, estimant que certains articles de la loi électorale du Canada étaient contraires à la Charte des droits et libertés. La juge Molloy a décrit l'affaire comme la plus importante contestation de la loi électorale du Canada en vertu de la Charte à ce jour. Depuis lors, les partis enregistrés qui présentent au moins un candidat ont le droit que le nom de leur parti sur le bulletin de vote soit inscrit à côté du nom du candidat. Le gouvernement a fait appel de la décision de la juge Molloy et la contestation fondée sur la charte a été portée devant la Cour suprême du Canada, où la majorité a statué contre le principal argument du gouvernement, selon lequel le seuil de 50 candidats servait à écarter les partis qui ne pouvaient pas former un gouvernement. La Cour suprême a été en désaccord. Elle a estimé qu'une loi dont l'objectif était de donner naissance à une forme particulière de gouvernement responsable était problématique. Citation. Une loi adoptée dans le but exprès de diminuer la probabilité qu'une certaine classe de candidats soit élue est non seulement en contradiction avec les principes qui font partie intégrante d'une société libre et démocratique, mais elle est plutôt l'antithèse de ces principes, a déclaré la Cour suprême. La Cour a donné au Parlement un délai d'1 an pour corriger la loi. La décision de la Cour suprême a eu de profondes implications, car la loi électorale dans son ensemble est fondée précisément sur l'objectif de donner naissance à un gouvernement de parti. De nombreux appels ont été lancés de toutes parts en faveur d'une révision complète de la loi électorale canadienne à la lumière de cette décision. Cela ne s'est jamais produit. Le seuil de 50 candidats a été modifié et abaissé à un seul candidat et l'exigence de fournir une liste de 100 membres a été portée à 250. Une nouvelle définition des partis politiques à laquelle les partis enregistrés doivent se conformer a été ajoutée à la loi. Ainsi, un parti politique est défini comme une organisation dont l'un des objectifs essentiels consiste à participer aux affaires publiques en soutenant la candidature et en appuyant l'élection d'un ou de plusieurs de ses membres. Cependant, ni le gouvernement, ni les partis ayant des sièges à la Chambre des communes n'ont utilisé ce jugement pour renforcer le processus démocratique en consacrant le principe d'égalité. Ils ont fait en sorte que les petits partis soient plus marginalisés que jamais, les qualifiant de marginaux et de non pertinents. Même le radiodiffuseur d'État ne juge plus opportun de leur accorder des entrevues symboliques aux grandes heures d'écoute lors d'une élection ou de les considérer dignes d'être entendus de quelque manière que ce soit dans un débat organisé par l'État à quelque niveau que ce soit. Le premier ministre Justin Trudeau est allé jusqu'à justifier cet état de choses en disant que ces partis sont extrémistes et indignes de toute reconnaissance. Lors d'une réunion à la mairie de Yellowknife le 10 février 2017, répondant à des questions sur le revirement de ce gouvernement en matière de réforme électorale, Trudeau a déclaré dans un reportage de la CBC
Si nous devions faire un changement ou risquer un changement qui augmenterait les voix individuelles, qui augmenterait les voix extrémistes et les voix des activistes qui ne veulent pas aller dans un parti, qui décide de ce qui est le mieux pour l'avenir du pays, comme le font les 3 partis existants, je pense que nous entrerions dans une période d'instabilité et d'incertitude. Le gouvernement du Canada a dû affronter d'autres contestations judiciaires de sa loi électorale, notamment la décision de la Cour d'appel de l'Alberta sur le financement des tiers et l'arrêt de la Cour suprême du Canada sur l'interdiction de diffuser de la publication électorale et des sondages. Au lendemain de l'élection fédérale du 2 juin 1997, la Chambre des communes a lancé un autre examen du processus électoral, celui par le Comité permanent de la procédure et des affaires de la Chambre présidé par Peter Adams. Cet examen était clairement motivé par les contradictions dans les cercles dirigeants sur le déroulement de cette élection, notamment sur les questions de la publication des sondages d'opinion et les dépenses des tiers. Il est important de rappeler que l'examen a eu lieu dans une situation où le débat public s'était intensifié et où des revendications en faveur de la représentation proportionnelle étaient formulées par divers milieux, notamment par le NPD et les conservateurs. Alors que de plus en plus de gens prennent conscience du faible pourcentage du vote populaire nécessaire pour qu'un parti forme le gouvernement et du déséquilibre persistant à la Chambre des communes en l'absence d'une opposition officielle, qu'on pourrait dire représentative de tous ceux qui ne sont pas représentés par le parti au pouvoir, la représentation proportionnelle a été présentée comme un mécanisme qui permettrait de refléter plus fidèlement le soutien populaire au parti par l'attribution des sièges à la Chambre des communes. Dans un pouvoir à partager, le PCCML a déjà souligné que le problème clé de la loi C-114 de 1993 était qu'elle ne corrigeait pas les aspects de la loi électorale qui transgressent le principe démocratique d'égalité et le principe que la souveraineté appartient au peuple. Citons notamment la position privilégiée de l'élite politique. Quel que soit le nombre de contestations judiciaires, de séries de consultations et de révisions, la crise politique a continué à s'aggraver, tout comme l'inquiétude du peuple sur des questions comme la participation du Canada à la guerre d'agression contre la Yougoslavie et le recours croissant à la gouvernance par décret dans la poursuite de l'offensive antisociale. Les problèmes liés au processus politique demeuraient. Le directeur général des élections a alors fait plusieurs recommandations qui ont ensuite ouvert la voie à des réformes majeures de la réglementation du financement électoral, notamment avec la loi C-24 en 2003. Ces réformes n'étaient que des tentatives pour limiter la corruption des partis siégeant à la Chambre des communes par un renforcement des pouvoirs de surveillance, accélérant ainsi la tendance à faire des partis politiques enregistrés des appendices de l'État, une violation fondamentale du principe démocratique. Les interventions du parti lors des réunions de répartition du temps d'émission où a été défendu le principe de l'égalité de traitement de tous les partis enregistrés, ainsi que ses présentations aux différents comités et commissions ont également montré que le PCCML est un parti politique qui s'attaque sérieusement aux problèmes du renouveau démocratique en cherchant des solutions aux problèmes qui se présentent. Le PCCML élabore constamment l'approche qui sert les intérêts de la classe ouvrière dans toutes les conditions et circonstances. Il ne se contente pas de proposer une vision. Il formule des revendications concrètes qui peuvent réellement résoudre ce problème important auquel fait face le corps politique.
Le 32e anniversaire de la Commission royale sur la réforme électorale et le financement des partis. L'importance du mémoire du PCCML à la Commission Lortie. Après les élections fédérales de 1988 et les circonstances qui les ont entourées, la Commission royale sur la réforme électorale et le financement des partis, la Commission Lortie, a été créée le 15 novembre 1989. La période durant laquelle la Commission Lortie a effectué son travail a coïncidé avec celle des bouleversements dans l'ancienne Union soviétique et les pays d'Europe de l'Est qui ont par la suite conduit à leur effondrement. L'introduction du rapport de la Commission Lortie intitulé « Pour une démocratie électorale renouvelée » soulignait ceci. Je cite. « Les Canadiens et Canadiennes n'ont pas été insensibles à cette leçon de l'histoire. Ils apprécient davantage leur système démocratique et tous les droits et libertés qui en découlent. Mais bon nombre de citoyens et citoyennes demeurent insatisfaits du fonctionnement de notre démocratie électorale et plusieurs sont venus en témoigner de façon éloquente aux audiences publiques de la Commission. Loin de se contenter d'ajustements législatifs superficiels, il réclame une réforme en profondeur, centrée sur les principes mêmes et la finalité de la démocratie électorale. » Fin de la citation. La Commission Lortie a également été créée pour répondre aux contestations de la loi électorale en vertu de la Charte canadienne des droits et libertés. L'introduction du rapport de la Commission Lortie explique, et je cite, « Le regain d'intérêt pour la dimension éthique de la politique prend un relief particulier dans le contexte canadien. La Charte canadienne des droits et libertés a en effet suscité de nouvelles attentes quant aux droits légitimes des citoyens et citoyennes. Elle a aussi transformé notre cadre de gouvernement. Depuis son adoption, les citoyens et citoyennes ont un autre recours que celui des parlementaires et des partis. Pour faire valoir leurs droits et revendications d'ordre constitutionnel, ils peuvent désormais s'adresser aux tribunaux. Ces changements ne sont pas que des considérations théoriques. Sur plusieurs questions fondamentales, des poursuites fondées sur la Charte ont entraîné des jugements qui ont modifié les assises mêmes de notre législation électorale. À la lumière des principes éthiques qui sous-tendent la Charte, les citoyens et citoyennes ont reconsidéré de nombreuses pratiques reliées aux élections, notamment celles des partis politiques, et les ont trouvées inadéquates.
Il est clair, par conséquent, que la réforme des pratiques électorales doit s'inspirer de principes éthiques. L'éthique n'est pas confinée au domaine de la théorie politique. Sur le plan pratique, elle a une portée considérable que nous aurions tort de sous-estimer. Fin de la citation. Ce que la Commission n'a pas dit, c'est que toutes les commissions qui ont examiné la loi électorale ou tout organisme d'examen créé au Canada depuis la tenue des élections ont été motivées par l'une des deux choses suivantes. 1. Les scandales et les irrégularités qui ont discrédité le processus électoral, notamment aux yeux du peuple. 2. Le besoin désespéré d'argent des partis politiques à la Chambre des communes, en particulier les conservateurs, les libéraux et les néo-démocrates. Ils ont adopté des modifications électorales de manière à pouvoir utiliser le trésor de l'État et ont usé de leur contrôle du Parlement pour étendre leur position de pouvoir et de privilèges qui a fini par créer le système de gouvernement de partis cartélisés que nous avons aujourd'hui. Jusqu'à aujourd'hui, aucun examen n'a été entrepris sur la nécessité de rendre la loi électorale conforme aux exigences de la démocratie moderne, en tenant compte des développements au sein du corps politique et de ses besoins, ainsi que de l'expérience des peuples au Canada et dans le monde. Toutes les modifications ont été faites à des fins intéressées, et la plupart n'ont fait qu'aggraver la crise de légitimité et de crédibilité dans laquelle le système de démocratie représentative et les institutions démocratiques libérales sont enlisées. La Commission Lortie a publié un important volume de travaux comprenant ses recherches sur le haut niveau de mécontentement des Canadiens envers le processus politique. Ses conclusions à cet égard ont été corroborées par les interventions de milliers de Canadiens à la Commission Spicer, officiellement connue sous le nom de Forum des citoyens sur l'avenir du Canada, dont les conclusions ont été publiées en juin 1991 dans son rapport à la population et au gouvernement du Canada. Le dirigeant du PCCML, Ardial Baines, a répondu au rapport et aux recommandations de la Commission Lortie dans son livre « Un pouvoir à partager », une définition moderne du processus politique et un plaidoyer pour le renouveau démocratique. Ce livre a notamment identifié les principes et concepts clés qui sont à la base de la loi électorale du Canada, comme les notions d'élections libres et équitables, de traitement équitable et de partis politiques en tant qu'organisation politique primaire. Les 2 années qui ont suivi les audiences de la Commission royale ont été marquées par des changements spectaculaires, notamment la défaite de l'Establishment lors du référendum du 26 octobre 1992 sur les modifications de la Constitution connue sous le nom d'Accord de Charlottetown. Des centaines de milliers de personnes ont exprimé leur mécontentement à l'égard du processus politique et des politiciens. Malgré cela, après la défaite de l'accord de Charlottetown, aucun changement n'a été apporté à la politique du gouvernement
sur aucune des questions importantes qui préoccupent l'électorat. Au contraire, le gouvernement a déclaré les affaires comme d'habitude et continué d'agir comme si rien ne s'était passé. Sur le front de la réforme de la législation électorale, cela s'est traduit par davantage de mesures intéressées pour consolider le régime qui maintient au pouvoir les partis avec des positions de pouvoir et des privilèges au moyen d'un cartel qui prive le peuple du pouvoir. Le 26 novembre 1992, le comité parlementaire spécial sur la réforme électorale, composé de députés progressistes conservateurs, libéraux et néo-démocrates, s'est réuni à huis clos pour discuter d'un projet de rapport provisoire sur les modifications à apporter au processus électoral. Il est remarquable qu'une fois de plus, les partis politiques représentés au Parlement ont adopté une loi sans tenir compte de l'opinion exprimée par l'électorat. Plus le temps passe, plus il est clair que quel que soit le gouvernement, qui est porté au pouvoir par des élections dans lesquelles le peuple n'exerce aucun contrôle sur quelque aspect que ce soit, plus on voit que ce gouvernement n'a pas le consentement des gouvernés et plus la crise de légitimité dans laquelle sont enlisées les institutions démocratiques libérales s'approfondit. Les partis politiques dits majeurs qui siègent à la Chambre des communes ne se mettront pas au service de l'électorat et n'apporteront pas les changements nécessaires qui donneront un pouvoir au peuple. L'électorat n'a pas d'autre choix que de trouver un moyen de garantir la défaite de ces partis et d'élire des députés qui participent à la lutte du peuple pour s'investir du pouvoir. Résumant l'expérience depuis le 20 septembre 1990, lorsqu'Hardy Baines a présenté le mémoire du Parti marxiste-léniniste du Canada à la Commission Lortie, notre parti a développé ses propositions de renouveau démocratique du processus électoral afin que le peuple puisse se présenter lui-même et ne pas abandonner le pouvoir de parler et d'agir en son nom à de prétendus représentants sur lesquels il n'exerce aucun contrôle. En fait, une fois élus, ces soi-disant représentants jurent allégeance à la personne fictive de l'État qui est censée représenter la nation. Les changements proposés à l'heure actuelle par le PCC-ML visent à habiliter l'électorat. Ils comprennent à la fois la théorie qui les sous-tend et ce qui doit être fait immédiatement pour les mettre en pratique. Le PCC-ML a adopté une approche non partisane de la question de la réforme électorale, ce qui est une condition préalable pour investir le peuple du pouvoir. Le PCC-ML lance l'appel à tous et à toutes de s'engager dans le programme de renouveau démocratique pour acquérir la capacité d'affronter le moment de vérité où nous sommes aujourd'hui. Celui-ci se caractérise par l'imposition de la poursuite des affaires comme d'habitude, en conséquence de l'usurpation du pouvoir de décision par des intérêts privés étroits qui dictent au gouvernement ce qu'ils doivent faire. L'exemple notoire de BlackRock et de son rôle présentement dans ce que l'on appelle la relance économique montre clairement comment les décisions sont prises
par qui et pourquoi. La concentration du pouvoir entre les mains d'intérêts privés met toujours plus en danger la vie des gens. Il est temps de continuer de faire pression pour des changements pratiques par lesquels le peuple est investi du pouvoir en créant des forces organisées avec des objectifs politiques. Ceci met fin à l'émission d'aujourd'hui. Revenez-nous pour la prochaine diffusion. Le plus simple, c'est de nous suivre sur notre page Facebook. Vous la trouverez sous le nom de Jeunes pour le renouveau démocratique. Allez aimer notre page, nos publications et surtout diffusez nos émissions parmi vos camarades, vos amis, vos connaissances. Vous pouvez aussi nous joindre par courriel au ydr.jrd@gmail.com. Au revoir, à bientôt. Étincelle Radio est un balado produit par les jeunes pour le renouveau démocratique. Toutes nos émissions sont libres de droit et à but éducatif. Les chansons que nous utilisons dans nos émissions sont utilisées en suivant le principe de l'utilisation équitable, fair dealing ou aussi fair use.